Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Et oui, aujourd'hui, nous allons fêter les 20 ans du 11 septembre 2001. Alors, c'est pas vraiment la grosse fête, hein, parce que c'était pas un événement très réjouissant. Mais voilà, ça fait pile 20 ans, et aujourd'hui, je ne résiste pas à vous faire une vidéo qui va traiter du sujet, un sujet que j'aborde évidemment très très rarement. Vous le savez, je parle beaucoup de crypto-monnaie, je parle parfois d'économie au sens large, mais très rarement je me lance dans la politique. Aujourd'hui, c'est plutôt de la géopolitique, évidemment, et loin de moi l'idée de vouloir faire du partisanisme, pas du tout le but. Mais je me saisis du sujet parce que, deux choses, parce que j'ai été confronté à une news que je vais partager avec vous et qui m'a complètement bluffé, hein, pas d'autre mot. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que j'ai dans mon audience pas mal de spectateurs qui sont d'âge jeune. Et du coup, parmi ces jeunes, je ne sais pas s'ils ont vraiment la vision globale de ce qui s'est passé lors de ces 20 dernières années, depuis le 11 septembre 2001 jusqu'à aujourd'hui, puisque ces 20 années ont vu quand même pas mal de guerres basées sur cet événement de 2001. Avec aujourd'hui un véritable retour à casse-départ avec le retour des talibans en Afghanistan, ce dont nous allons parler. Petite intro, je vais vous dire que, vous savez, quand on est dans les crypto-monnaies, comme je le suis depuis maintenant longtemps, et comme pas mal d'entre vous le sont évidemment, les crypto-monnaies, et j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, c'est notamment avec le Bitcoin, c'est vraiment, je dirais, mettre le pied dans un monde décentralisé, décorrélé de tout ce qui se passait avant au niveau de la finance traditionnelle. Donc en faisant ça, de toute façon, on est clairement en train de mettre la lumière sur ce que font ceux qui tirent les ficelles de l'économie traditionnelle, qui sont bien sûr les banquiers et tous leurs acolytes, tous ceux qu'ils rémunèrent, donc beaucoup de politiciens, beaucoup de dirigeants, etc., qui sont évidemment tous dans le même panier, et qui sont ceux qui tirent un énorme profit avec leur système que je qualifierais d'une énorme escroquerie, l'escroquerie monétaire. Mais évidemment, ce sont des escrocs, mais des escrocs légaux, puisque cette escroquerie, elle est légale, puisque ce sont évidemment eux qui maîtrisent les lois et qui les confectionnent en fonction de leurs besoins. Voilà, alors ceci étant dit, donc tout ça pour vous dire qu'évidemment, je crois que le mindset qu'on a lorsqu'on est dans la crypto, déjà vous place d'une certaine façon avec un œil très critique sur ce qui se fait évidemment dans le monde traditionnel. Alors là, aujourd'hui, on va aborder un sujet donc de géopolitique. J'ai été donc confronté à cette news puisque un ancien militaire de l'armée américaine qui a eu c'est un officier qui a eu comme poste, c'était un acheteur d'équipements pour l'armée afghane, lorsque l'armée afghane, évidemment, travaillait avec l'armée américaine, puisque les Américains étaient installés en Afghanistan depuis quasi 20 ans. Hein. Et donc il a acheté, et il a été invité par des républicains de la Chambre des représentants américaine. Donc là, tout de suite, je vous le dis, moi, je ne vais pas faire de partisanisme. Hein. Je ne suis pas là pour prendre parti pour ni les républicains ni les démocrates, parce que pour moi, si vous voulez, ils sont tous à mettre dans le même panier. Hein. Tous les politiciens, qu'ils soient républicains, démocrates aux États-Unis, vous savez que ce soit la gauche ou la droite en France, etc., tout ça, pour moi, c'est le même panier de crabes. Ils sont tous pareils, mais en revanche, ce sont les républicains américains qui ont invité cet officier pour venir expliquer ce qui se passe. Et bien sûr, je ne suis pas dupe, hein, je sais très bien que les républicains américains sont en train de pointer du doigt et de rendre responsable de toute la déroute qui se passe en Afghanistan. Ils rendent responsable évidemment Biden et donc l'administration démocrate actuelle. Mais moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. En tout cas, par contre, je vais vous livrer effectivement ce que cet officier nous a révélé et qui est assez stupéfiant. Donc, selon lui, les talibans ont désormais accès à plus de 85 milliards de dollars d'équipements militaires américains, alors dont 75 000 véhicules,
plus de 200 avions et hélicoptères, plus de 600 000 armes légères. Les talibans ont maintenant plus d'hélicoptères Black Hawk que 85% des pays dans le monde. Ils ont aussi des lunettes à vision nocturne. Ils ont du matériel médical. Et alors, le pire, c'est qu'ils ont désormais les équipements biométriques avec les empreintes digitales, scans oculaires, données biographiques de tous les Afghans qui ont aidé les USA durant les 20 dernières années. Il conclut en disant que, évidemment, il n'y a aucun plan actuel pour tenter de récupérer tout ce matériel. Au contraire, on a vu, les Américains ont quitté l'Afghanistan comme des voleurs. Tout ça, d'ailleurs, organisé de mèche entre la CIA et les talibans. Alors, si vous voulez, tout ça m'a fait évidemment réagir parce que, au départ, on pourrait être mort de rire, tellement c'est incroyable, mais je vais faire quand même un petit rappel de ce qui s'est passé justement durant ces 20 dernières années pour vous rappeler qui sont les talibans et comment les talibans étaient l'ennemi juré, l'ennemi public numéro 1, pour désormais redevenir ce qu'ils étaient probablement avant 2001, c'est-à-dire des alliés de la CIA. Alors, je vous rappellerai donc que le 11 septembre 2001, nous avons tous assisté en direct à ces scènes incroyables où nous avons vu 2 avions qui, à 30 ou 40 minutes d'intervalle, se sont mangés en direct les 2 tours jumelles à New York, qui sont ensuite tombées comme des châteaux de cartes. Alors, les 2 tours jumelles sont tombées, mais il faut le savoir, déjà une 3e tour s'est aussi écroulée comme un château de cartes. C'est la tour numéro 7, WTC 7, qui, elle, n'avait été percutée par rien du tout. Alors, déjà, il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire des tours, des buildings en acier construits modernes, que de tels buildings s'écroulent suite à des incendies. Alors, vous allez me dire, ils ont été percutés par des avions pour les 2 tours jumelles, soit, mais ça reste des incendies. Et surtout, la 3e tour, elle, n'a été percutée par rien du tout et a pris feu. Ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle abritait les bureaux de la SEC. La SEC, c'est la Security and Exchange Commission, qui faisait des enquêtes à l'époque sur les malversations éventuelles qui s'étaient produites, notamment avec la société Halliburton. Halliburton, qui était la grosse société qui fournit beaucoup de matériel à l'armée américaine, qui faisait évidemment des milliards de dollars, et qui était dirigée par le bras droit du président de l'époque, George Bush, le bras droit qui s'appelait Dick Cheney. Voilà, donc en tombant, cette tour numéro 7, toutes les preuves qui étaient en train d'accumuler la SEC ont totalement disparu. Voilà, alors il faut savoir que donc ces attentats de 2001 ont été organisés depuis les grottes de Tora Bora par un certain Oussama Ben Laden, un grand barbu, dont vous avez évidemment déjà entendu parler, et qui était donc caché dans des grottes à des milliers de kilomètres de là, et qui a donc organisé depuis ces grottes ces attentats incroyables, où encore une fois nous avons vu des avions percuter les tours jumelles, 2 tours jumelles. Les 2 tours en s'écroulant comme des châteaux de cartes, il faut savoir qu'il y a eu à l'époque un truc incroyable, c'est qu'il y avait une équipe de Canal+, qui était avec les pompiers de New York, par le plus grand des hasards, qui faisait un reportage sur les pompiers de New York et qui était là en direct, et qui a donc avec ses caméras pointé les tours juste avant qu'elles s'écroulent. C'était assez étonnant de voir d'ailleurs des petites explosions qui avaient lieu à chaque étage, mais ça c'est une parenthèse. En tout cas, on a retrouvé sur Ground Zero, qui était donc le lieu où se sont écroulées les 2 tours jumelles, on a retrouvé les passeports des terroristes intacts. Et ces passeports ont permis évidemment de faire le lien entre ces terroristes et Oussama Ben Laden planqué dans ces grottes de Tora Bora en Afghanistan. L'Afghanistan étant à l'époque dirigé par les talibans sont devenus évidemment l'ennemi public numéro 1, et les États-Unis, avec la voix de George Walker Bush, le président de l'époque, qui était donc républicain, je le rappelle, ont décidé d'attaquer immédiatement l'Afghanistan. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les talibans ont été boutés, non sans difficulté, mais assez rapidement hors d'Afghanistan, parce que quand même face à l'armée américaine, c'était un peu difficile, même avec
l'intelligence de quelqu'un comme Oussama Ben Laden depuis ses grottes de Tora Bora, il n'a pas réussi quand même à faire face à toute la puissance de l'armée américaine. Les Américains se sont installés en Afghanistan et donc, jusqu'à il y a quelques semaines, ont pu mettre en place des gouvernements, une nouvelle armée afghane, etc. Alors, il faut savoir que une fois que cette guerre a été faite, tout à coup, en 2003, les États-Unis nous ont annoncé au départ, devant un monde assez étonné, qu'un autre pays, en fait, était certainement en train d'abriter des complices de Oussama Ben Laden. C'était l'Irak. C'était assez étonnant parce que l'Irak, à l'époque, était dirigé par un dictateur qui s'appelle Saddam Hussein. Et c'était un pays qui était tenu de main de fer. Un pays qui, en plus, avait été très longtemps l'allié des Occidentaux, puisque l'Irak avait été en guerre pendant au moins 10 ans, de très longues années, avec l'Iran. L'Iran étant l'ennemi juré des Occidentaux depuis très longtemps. Donc l'Irak, si vous voulez, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, et donc l'Irak a été le grand allié des Occidentaux, et notamment de la France, qui a fourni énormément d'armes à Saddam Hussein. Et d'ailleurs, Saddam Hussein a été reçu par Jacques Chirac, président de la République de l'époque, avant 2000, a été reçu en grande pompe à l'Élysée, sans aucun souci. Alors en 2003, les États-Unis, pour je dirais, abonder dans cette nouvelle version, qui était qu'il fallait maintenant non plus se contenter de l'Afghanistan, mais il fallait aussi attaquer l'Irak parce que Saddam Hussein abritait des gens d'Al-Qaïda, qui était le nom qu'on avait donné à l'organisation d'Oussama Ben Laden depuis ses grottes de Tora Bora. Il y avait en plus des preuves qu'il était en train de fabriquer des armes de destruction massive, et pour asseoir ses preuves, il a envoyé au Conseil de sécurité de l'ONU Colin Powell, représentant américain, qui est venu devant le Conseil de sécurité de l'ONU, éberlué d'ailleurs. Il est venu présenter une petite fiole qu'il a agitée comme ça en disant: dans cette fiole, il y a la preuve que Saddam Hussein est en train de fabriquer des armes de destruction massive et que nous devons impérativement intervenir. Alors, pour une fois, Jacques Chirac, président de l'époque, lui, a décidé de ne pas suivre les Américains sur cette voie qui lui a semblé complètement farfelue. Mais les autres, du coup, ça a fait, la France a utilisé son droit de veto, peut-on dire, ce qui n'a pas du tout plu aux Américains à l'époque. Mais bon, ça n'a pas empêché les Américains d'y aller avec leurs alliés anglais. Les Anglais, soit dit en passant, qui étaient dirigés à l'époque par un Tony Blair, qui était le nom du Premier ministre anglais, Premier ministre très en vogue, qui avait créé ce qu'on a appelé le nouveau parti travailliste, The New Labour, comme disaient les Anglais. Et Tony Blair a suivi becs et ongles son ami George W. Bush, et à l'époque avait donc décidé que les preuves américaines étaient largement suffisantes. Il y a eu toute la série d'envoyés de l'ONU en Irak, mais qui revenaient bredouilles, enfin bon bref. Et puis finalement les Américains ont attaqué et on connaît la suite. L'Irak est devenu un vaste chantier où l'État islamique a pu s'implanter. Donc j'étais en train de vous parler de Tony Blair parce que ce qui est assez notable, c'est que Tony Blair, Premier ministre de l'époque, a donc décidé d'attaquer l'Irak et de suivre son allié américain pour attaquer l'Irak sur la base donc de ces preuves qui ont été fournies grâce à cette petite fiole qui a été agitée devant le Conseil de sécurité. Or, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, Tony Blair, qui maintenant, vous le savez, comme tous les anciens présidents, premiers ministres d'importance, font des conférences de par le monde pour des sommes conséquentes, mais là n'est pas le sujet, Tony Blair, lors d'une interview, a admis très clairement que en fait, ces preuves étaient des fakes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves. Cette fiole contenait rien du tout, probablement peut-être un peu de pipi de chat ou de celui de Colin Powell ou bien je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, il n'y avait pas du tout là-dedans de preuves que Saddam Hussein préparait des armes de destruction massive. Néanmoins, la guerre a bien eu lieu, il y a eu des milliers et des milliers de morts, centaines de milliers même. Et Tony Blair a admis, il y a 4 ou 5 ans,
clairement que c'était une fausse preuve et que donc tout ce délire était basé sur des fausses preuves. Bon, rassurez-vous, personne n'a été poursuivi, personne n'est allé en prison pour ça. Hein. Je dirais, circuler braves gens, il n'y a rien à voir, comme d'habitude. Mais là encore, là, ce n'est pas le sujet. Alors, ce qui est intéressant pour revenir au 11 septembre, c'est que ces deux tours jumelles sont tombées. Une troisième tour est tombée, c'est la tour numéro 7. Alors, il y a eu un Français qui s'appelait Thierry Messant à l'époque, qui est quelqu'un de très très controversé, n'est-ce pas, très rapidement, parce qu'il a pris la parole déjà, je crois, 2002-2003, donc assez rapidement après le 11 septembre, pour émettre quelques doutes et poser quelques bonnes questions, notamment le trou qui a été fait dans le Pentagone par un des avions Boeing qui l'aurait percuté. Bah, ce trou, c'est un trou bien rond et aucune trace des ailes, si vous voulez. Hein. Les ailes, non, elles ne sont pas passées par là, mais on nous a quand même expliqué que c'était bien un des avions qui avait percuté le Pentagone. Toutes les caméras autour, non, aucune image disponible, rien. Et puis, bien sûr, il y a eu cette histoire de la troisième tour, la tour WTC 7, qui est tombée comme un château de cartes. Ce qui a d'ailleurs pas manqué d'alerter des spécialistes de la démolition contrôlée, dont un qui s'appelle Richard Gage, qui est un Américain, qui est un ingénieur spécialiste de la démolition contrôlée depuis très très longtemps, et qui est quand même déjà très surpris que pour la première fois dans l'histoire de tours construites en acier, de tours modernes, il y en a une qui réussisse à tomber comme ça suite à un incendie, ce qui pour lui est totalement impossible. De plus, la façon dont les tours tombent, hein, puisqu'elles tombent à la vitesse de la gravité, ça, c'est des signes pour lui très clairs de démolition contrôlée. Mais passons, il a créé un site qui s'appelle 911truth.org et il en a fait maintenant son cheval de bataille, alors que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout, dans ces années-là, destiné à, je dirais, prendre la parole pour remettre en doute un petit peu des versions officielles de son gouvernement dans lequel il avait une totale confiance avant ces événements. Voilà, donc on se retrouve avec donc tous ces faits qui sont quand même assez surprenants. Et puis cette tour numéro 7 qui, il se trouve, abritait. Alors là, c'est le côté fantastique de la chose, c'est qu'elle abritait donc les bureaux de la SEC qui, du coup, faisaient une enquête à l'époque sur Halliburton et sur pas mal de malversations qui auraient pu avoir lieu. Et donc, tout cela s'est volatilisé dans cette tour qui s'est écroulée. Et alors, il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place aux États-Unis, qui s'appelait NIST. Cette commission très sérieuse a fait une enquête poussée qui a conclu que, en ce qui concerne, alors pour les tours jumelles, finalement elles sont tombées, que finalement, c'est tout à fait possible que ces tours soient tombées suite aux avions qui les ont percutées, même s'il y avait quand même beaucoup de choses très très bizarres et difficilement explicables, comme la présence notamment de termites. Termites, c'est quelque chose que justement est utilisé toujours dans la démolition contrôlée, dont on a trouvé énormément de traces sur Ground Zero. Bon, le fait que là-dedans on ait trouvé les passeports intacts des terroristes, ça c'est évidemment assez drôle, c'est comique même, mais c'est pourtant un fait. Alors par contre, pour la tour numéro 7, ils ont conclu, cette commission très officielle a clairement conclu qu'il n'y avait pas d'explication là-dessus, si ce n'est l'incendie qui s'est déclaré dans cette tour, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et alors là, grand mystère, comment est-ce qu'un incendie comme celui-là peut faire s'écrouler une tour pareille? Tout ça est rigoureusement très très mystérieux, et le fait qu'elle tombe comme un château de cartes avec des petites explosions à chaque étage, là aussi, pas d'explication. Donc, on se retrouve avec tous ces faits. Un autre point très intéressant à observer, c'est que, vous le savez, il y a les marchés financiers, bon, je ne sais pas si vous connaissez les produits dérivés qu'on appelle les calls et les puts, hein, ce sont des options de vente ou d'achat et qui sont des produits dérivés et qui permettent de faire soit s'assurer, soit de faire des paris à la hausse ou à la baisse d'un produit en faisant des énormes effets de levier. Alors les puts, si vous voulez, les puts, lorsque vous achetez un put assis sur une action d'une société, vous faites un pari que le prix va baisser. Et si vous avez raison, si ça baisse,
alors vous pouvez vraiment faire des grosses plus-values. À l'inverse, si vous achetez un call d'une société, vous faites le pari que le prix va monter de son action, et là, si vous avez raison, vous vous retrouvez à faire des grosses plus-values. Par contre, évidemment, si vous avez tort, vous pouvez perdre la totalité de ce que vous avez misé là-dessus. Il faut savoir que sur les marchés financiers américains, il y a eu les 3 jours qui ont précédé le 11 septembre 2001, c'est-à-dire le 8, le 9, le 10 septembre 2001. Les activités, si vous voulez, c'est très simple, hein, il y a des statistiques où on voit le nombre de puts et de calls qui s'échangent tous les jours sur les marchés financiers, et notamment les calls et les puts de compagnies aériennes comme United Airlines et American Airlines. Il y avait des sommes, il y avait des montants journaliers, statistiques. Les 3 jours qui ont précédé le 11 septembre, le nombre de puts sur United Airlines et sur American Airlines ont été multipliés par 40. C'est-à-dire que les volumes sur ces puts ont été multipliés par 40. Ce qui est très très clairement absolument impossible. Ça ne peut pas être le hasard. Donc ça, il y a même un rapport entier qui l'explique, qui a conclu que clairement il y avait on va dire un délit d'initié, mais alors là c'est carrément, c'est-à-dire des gens qui savaient exactement ce qui allait se passer et qui ont fait des fortunes en spéculant sur les compagnies aériennes qui évidemment ont perdu énormément de leur valeur le lendemain du 11 septembre 2001, puisqu'elles se sont retrouvées dans la panade avec ces avions qui ont été pris pour cible. Voilà, aujourd'hui, donc on en revient à aujourd'hui, on se retrouve avec ces 20 années où les États-Unis ont été présents en Afghanistan, et vous avez quand même aujourd'hui, et ça, on ne peut qu'être subjugué par les images auxquelles on assiste, et ce que j'ai vu, moi, m'a absolument subjugué. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. On se retrouve avec, si vous voulez, un retour casse-départ, et de manière incroyable, les gens qui, en 2003-2004, pointaient du doigt les relations très ambiguës qu'il y avait entre la CIA et les gens qui étaient autour d'Oussama Ben Laden avant 2001, et notamment même des talibans, et même des gens qui ont été parmi des Séoudiens, qui ont été mis en cause. D'ailleurs, petit aparté, Biden vient d'annoncer que peut-être il y allait avoir une déclassification de certains dossiers qui sont justement de l'époque de 2001, et qui mettraient en cause beaucoup de Séoudiens, de familles très importantes. Et les Séoudiens, vous savez, on les a mis en cause à l'époque, mais tout ça a été très rapidement étouffé. On a même autorisé, aucun avion pouvait voler au-dessus des États-Unis, sauf il y a eu quelques avions qui ont ramené les Séoudiens chez eux. Il y a eu des choses absolument incroyables à cette époque-là. Aujourd'hui, vous assistez médusé à 20 années de politique occidentale qui nous mène là où on en est, c'est-à-dire à cette déroute américaine à laquelle nous avons assisté, au fait qu'aujourd'hui les talibans reviennent, des nouveaux talibans comme on vous les présente, c'est-à-dire des talibans qui veulent faire peau neuve, qui travaillent main dans la main avec la CIA, qui organisent avec la CIA et avec les Américains l'évacuation des Américains de l'Afghanistan, je dirais, qui partent comme des voleurs, en laissant donc sur place tout ce matériel, les données biométriques quand même de tous les Afghans qui ont travaillé avec eux. Vous imaginez les conséquences que tout cela va avoir. Écoutez, chers amis, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que tout ça fait qu'on est quand même en droit aujourd'hui de se poser des questions, et surtout de constater combien la politique étrangère américaine et occidentale de manière générale est totalement sans queue ni tête. Alors, quand je dis sans queue ni tête, vous comprenez très bien sûr qu'il y a des raisons à tout ça, et bien sûr qu'il y a des gros intérêts en jeu, mais est-ce que nous, citoyens de ces pays-là, pouvons accepter ces choses-là sans rechigner, sans broncher? C'est évidemment ce que nous faisons. Et je dis bien, c'est pas forcément simple, mais aujourd'hui, je me dois de mettre tout ça en lumière. Et je crois qu'on est tous, nous avons le devoir de nous interroger sur ce que font nos dirigeants. Est-ce que réellement tout cela est acceptable? Et finalement, les critiques que l'Occident fait toujours à l'égard notamment de la Russie, de la Chine, quand vous regardez la façon dont nous nous comportons au niveau mondial avec nos méthodes
et notre politique étrangère. Je crois qu'on a vraiment de leçons à donner à personne. Et je crois qu'on ferait bien d'arrêter de se mêler des affaires des autres. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Évidemment, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous retrouverai très rapidement pour des vidéos axées autour des crypto-monnaies, ce que je fais de façon générale. À très bientôt.